Bonjour. Bien, donc nous allons parler d'hier. Hier, j'étais donc à la Cour d'appel de Montpellier. J'étais à la Cour d'appel de Montpellier, je vous rappelle quel était l'objet du débat. Je poursuis Madame Bertinchamp, présidente du tribunal administratif de Montpellier, pour avoir refusé de juger le cas de la possibilité de filmer le débat oral et contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les services fiscaux sont venus vérifier une société à moi qui s'appelle la SCI Mirabeau. Cette société est une société qui a quelques appartements, qu'elle loue, qui n'a aucune activité, qui n'avait donc aucune raison d'avoir un redressement. Et donc j'ai pensé d'une manière militante qu'il était nécessaire à cette occasion, puisque je ne courais aucun risque, qu'il était nécessaire de filmer le débat oral et contradictoire, puisque depuis longtemps c'est une de nos revendications, la possibilité de garder la preuve de ce débat. Parce qu'à ce débat nous avons nos arguments, ces arguments nous les développons, le fisc lui-même considère dans la charte du contribuable que c'est un moment très essentiel du contrôle fiscal, et malheureusement ensuite tout ce qui a été dit à ce moment-là disparaît. Tout ce qui a été dit pendant le débat oral et contradictoire disparaît au profit de la notification qui est réalisée par l'inspecteur des impôts et qui est censée reprendre ce débat oral et contradictoire, et ne le reprend évidemment jamais. Donc, lorsque les inspecteurs sont venus, j'ai mis en place un système d'enregistrement, et ce système d'enregistrement, je l'ai fait de telle sorte que j'ai fait venir un huissier pour constater qu'en aucun cas le visage de ces inspecteurs serait apparent, et que donc ils seraient là incognito et il n'y aurait pas atteinte à leur vie privée. Malgré cela, ils ne sont pas restés. Après que le huissier ait fait son constat, ils sont partis immédiatement et ils m'ont redressé au motif que je m'étais opposé au contrôle fiscal. Ce qui évidemment n'était absolument pas le cas, ce sont eux qui sont opposés à l'enregistrement, que rien n'interdit. Ils n'avaient aucune loi à mettre en avant pour dire que l'enregistrement était interdit. Simplement, les magistrats ont dit, in fine, ce que disait le fisc, c'est-à-dire que cet enregistrement empêcher le contrôle d'être serein. C'est-à-dire que le droit que vous ayez une preuve à rapporter ce qui s'est dit, ça empêche un contrôle serein. Donc un contrôle serein, c'est un contrôle dans lequel seul ce que dit l'inspecteur peut être retenu. Donc ça, c'est un contrôle serein. Et un contrôle où vous gardez la preuve de ce qui s'est dit, ça n'est pas un contrôle serein. Je pense que vous voyez bien ce qui se passe. Bien. Donc, sûr de moi, un peu trop sûr de moi, je vais au tribunal en pensant que le tribunal tranchera. Et je pense objectivement et naturellement que le droit évidemment est de mon côté, puisque rien ne m'interdit cet enregistrement. Et la magistrate refuse de juger. L'affaire ira en appel, on appelle de la même manière, la cour d'appel refusera de juger, et l'affaire ne va pas en cassation parce que le courrier se perd et que je suis hors délai. Enfin, on a été en cassation, mais hors délai, je ne sais pas ce que ça va donner. Quant au redressement lui-même, il n'a aucune valeur, il a été complètement surfait, et la preuve en est rapportée par ce que dira le rapporteur public à Marseille, qui dira qu'effectivement, il n'y a pas lieu à redressement. Donc voilà la situation dans laquelle je me retrouve devant la Cour d'appel de Montpellier. Pourquoi la Cour d'appel de Montpellier? Parce qu'en première instance, le magistrat a demandé une consignation de 5 000 €. J'ai fait une citation directe, à partir de laquelle donc j'ai demandé à faire comparaître Madame Bertinchamp, la juge de première instance, pour déni de justice, refus de juger, et le tribunal de première instance me colle une consignation de 5 000 €. 5 000 €. Au motif qu'on ne poursuit pas un président de tribunal administratif. Seul motif. 5 000 €. Je fais appel de ces 5 000 €. La cour d'appel me dit, on ne peut pas juger, on jugera les deux sur le fond. En première instance, le juge constate que je n'ai pas payé évidemment la consignation, puisque j'ai fait appel, et juge que l'affaire n'a pas lieu d'être. Ce à quoi je fais appel. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons devant la cour d'appel hier de Montpellier. Alors, l'audience. J'arrive à l'audience à l'heure.
Et là, déjà, c'est un peu intéressant. Devant moi, il y a 3 affaires dont on peut parler, puisqu'elles sont publiques. Je ne citerai pas évidemment les noms. La première affaire, elle est tout à fait passionnante. C'est un monsieur qui est forain, qui a l'air fort gentil d'ailleurs, qui n'a pas de passé judiciaire, et qui vend sur les marchés. Et dans un marché, il a l'habitude de payer sa place 4,80 €. Et puis un jour, arrive une nouvelle personne de la mairie, qui lui dit non, ben, c'est plus 4,80 €, c'est 10,80 € ou 10 € et quelques. Bon, donc vous voyez, le conflit porte sur un peu plus de 5 €. Notre forain n'est pas content, ça fait des années qu'il paie 4,80 €, puis il trouve que c'est assez. Bon, il n'a pas l'air de faire fortune, cet homme a l'air très gentil, il a 6 enfants, c'est un monsieur qui doit se lever comme tous les forains, tous les matins, à 4 ou 5 heures du matin, qui va sortir tout son matériel, qui passe son temps dans le froid l'hiver, et puis qui rentre chez lui après. Enfin, c'est quelqu'un qui est quand même méritant. Donc ce forain ne voit pas pourquoi il paierait 5 € de plus, très bien. Bon. Là-dessus, le ton monte entre lui et puis cet employé municipal, fonctionnaire, assermenté sans doute, puisqu'il encaisse l'argent des forains. Hein. Et dans le débat, qui est un petit peu vif, le forain finit par faire la chose suivante. Il dit à l'employé municipal, « Oui, ça se réglera comme ça, et pan-pan !» Il fait comme ça avec son doigt, vous voyez, pan-pan. Et pan-pan avec son doigt. Bon. Et l'employé municipal, évidemment, complètement outragé. Vous imaginez, quelqu'un qui vous fait pan-pan est outragé. Bon. Porte plainte. Et l'homme est condamné. Et donc il arrive en appel pour dire, mais enfin, attendez, on discute, bon, ça a été peut-être un petit peu vif, mais quand même, tout d'un coup, on ne sait plus trop bien comment il faut payer, ça. 1 heure, la discussion. Il est interrogé pendant 1 heure. Savait-il le prix? Qui a fait le prix? En fait, on sent bien que les magistrats essaient de savoir comment ça se payait, s'il y avait un petit peu de blague, s'il y avait... Bon, bref, évidemment, il n'en parle pas, on n'en sait rien, on ne saura rien. Donc 1 heure. 1 heure pour un peu plus de 5 €. Très bien. Et pan-pan. Bon. Le deuxième, ben le deuxième, c'est que... Alors là, on rentre dans la chose courante. Le deuxième, eh ben, il s'est fait attraper sans permis. Donc il a été condamné en première instance. Ben, il a fait appel parce que pendant qu'on fait appel, la peine n'est pas applicable. Donc pendant ce temps, il a pu continuer à conduire, sans doute. Et puis là, ben, il arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement la même chose que tous les gens que je vois chaque fois que je vais dans ses cours. Mais monsieur, son avocat, mais monsieur le président, voilà, maintenant il a un travail sérieux. Et donc voilà, maintenant il ne conduit plus qu'avec un permis. Bon, ça n'arrivera plus jamais. Le deuxième, c'est pareil. Lui, il a conduit avec un petit peu de hashish et puis un petit peu d'alcool. Ben, lui, c'est pareil, il a un travail sérieux, fiable, et maintenant, ben, ça y est, il ne boit plus, il ne fume plus. Non, mais... Entre nous, franchement, d'abord, un travail stable, vous savez où ça existe, vous, c'est un travail stable? Vous en connaissez des travails stables? Moi, j'en connais pas. Donc, bon, déjà, c'est un premier mensonge. Puis, deuxièmement, bon, enfin quoi? Si on était devant la justice, normalement, qu'est-ce qu'on devrait dire? On devrait dire, Monsieur le Président, moi, je suis en bas de l'échelle. Bon, effectivement, j'ai un petit peu bu, j'ai fumé un joint, mais enfin, vous savez, il y a des jours où, franchement, ça va pas bien. Hein. Alors, je vous demande votre mansuétude. C'est la première fois, soyez gentil. Bon, ça, on pourrait le comprendre, et là, la justice aura un intérêt. Tandis que quand on ment comme ça, en disant qu'on a un travail stable, et qu'on ne boit plus et qu'on ne fume plus, et que c'est n'importe quoi. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on est assis dans ces tribunaux, on constate quoi? On constate qu'en réalité, il n'y a pas de justice, il y a une espèce de rituel. Il y a un rituel, c'est-à-dire que ça se passe toujours pareil. Les plaidoiries sont toujours les mêmes, et le résultat est toujours le même. Donc, si vous voulez, ça n'a aucun intérêt. Donc, je ne sais pas comment ces magistrats vivent ça, mais enfin, du matin au soir, ils sont face à des problèmes, voilà, de l'ordre de 4 €, 5 €, le permis, je ne l'ai plus, j'ai fumé un joint, etc. Toute la journée, toute la journée. Quel intérêt? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment... Alors, quand je réfléchis à droite à gauche au fil des lectures, on s'aperçoit qu'effectivement, à l'époque des Romains, lorsque les Romains poursuivaient les chrétiens, il y avait des magistrats quand même qui se posaient des questions. Il reste des écrits. Et les magistrats se demandaient pourquoi les chrétiens ne suivaient pas le rituel.
que finalement, après tout, que les chrétiens ne soient pas fanatiques de l'empereur, qu'ils aient d'autres idoles, c'était pas grave pour eux. Mais il fallait qu'ils fassent allégeance au monde romain en suivant les rites romains. C'est-à-dire que si le chrétien, il y a plusieurs exemples de magistrats qui ont demandé aux chrétiens, mais simplement, dis-moi que tu feras les rites, et puis je te laisse libre. Et le chrétien disait non. Parce que le chrétien s'adressait à l'intelligence des magistrats en disant, voilà, je pense autrement. Je pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et je pense qu'on peut penser autrement, et je pense qu'on peut organiser la société autrement. Les magistrats, ça ne les intéressait pas. On connaît la suite, Rome a été engloutie. Donc, si vous voulez, cette espèce de fausse justice, c'est assez troublant. Alors, revenons à notre affaire. Donc, j'arrive, après les 3 personnes dont je viens de vous parler, j'arrive. Alors là, déjà, première chose tout à fait étonnante, vous remarquez que je suis la partie civile, je poursuis un magistrat dont je pense qu'il a fait une faute. Peut-être l'a-t-il fait, peut-être ne l'a-t-il pas fait. Ça, c'est le tribunal qui le dira. Mais c'est la cour qui le dira. Mais ça ne se présente pas comme ça. On me dit d'aller à la barre, alors que je suis la partie civile, et on m'interroge comme si j'étais l'accusé. C'est-à-dire, je suis l'accusé. Ah, ça c'est complètement magique. Je suis la partie civile, j'engage une action, et tout de suite, hop, je deviens l'accusé. On m'interroge, mais on m'interroge méchamment, comme on interroge un accusé. Bien. Donc, parfait, on m'interroge, on me demande mes revenus. Bon, ben, mes revenus, je les ai déjà donnés en première instance, mais bon, je dis oui, j'ai pas de revenus. Évidemment, j'ai pas de revenus, puisque je dis au magistrat, même, monsieur le Président, quand je plaiderai, je vous exposerai pourquoi et comment ça se passe, un contrôle fiscal. Je vous expliquerai pour que vous sachiez, parce que pour juger, il faut savoir. Il me répond, je sais. Comme s'il avait eu un jour un contrôle fiscal, ce magistrat, comme s'il pouvait savoir, comme s'il savait ce qui se passe dans la tête de ces gens qui sont obligés de fumer un joint et puis de boire un petit coup parce que la vie est tellement terrible pour eux que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Comme s'ils savaient ça. Comme s'ils savaient ça. Bon. Bien, donc je lui dis, mais non, j'ai pas. Alors il me dit, mais vous avez une preuve comme quoi vous n'avez pas de revenus? Je dis, non, je n'ai pas amené de preuve comme quoi je n'ai pas de revenus, c'est une évidence, de toute façon c'est déjà au dossier ça. Puis je lui dis, malencontreusement, vous savez, monsieur le Président, sur l'honneur, je vous déclare que je n'ai pas de revenus. Bien. Là-dessus, on me fait rasseoir et on donne la parole au procureur, lequel dit, je connais monsieur Dumas, que j'ai déjà vu, qui est un procédurier. Et monsieur Dumas est un procédurier sans honneur, je m'assois sur l'honneur de monsieur Dumas. Ah, voilà ce que dit le procureur de la République. Alors, 2 éléments important. Premièrement, je suis un procédurier. Attendez. J'essaie d'obtenir par la loi les droits qui sont refusés à ceux qui sont contrôlés par le fisc. Des droits légitimes. J'essaie de les obtenir par la loi. J'essaie de les obtenir devant les tribunaux. J'essaie de les obtenir par la jurisprudence dont ces messieurs et dames, puisqu'il y avait une dame, sont chargés. Et je suis traité de procédurier. D'une manière vraiment comme si c'était infamant. Et puis ensuite, le procureur s'assoit sur mon honneur. Alors, effectivement, j'ai bien compris depuis le temps que je me bats pour que les contrôles fiscaux soient une zone de droit et non pas une zone de non-droit. Il y a longtemps que j'ai compris que je suis obligé de ravaler mon honneur à chaque procédure. Mais c'est la première fois qu'on me le dit en face. Ça m'a un peu troublé. Bien. Ensuite est arrivée une histoire invraisemblable. Dans les attendus, dans les comptes rendus d'audience de l'audience qui a précédé le jugement pour lequel je faisais appel, dans le compte rendu d'audience, il a été marqué, je ne sais pas pourquoi, que j'avais payé la conciliation avec une journée de retard. J'avais aucune raison de payer cette conciliation, j'avais fait appel. Et tout d'un coup, donc, le magistrat commence, évidemment, met en doute ce que je dis, et considère comme vrai ce qui est écrit. Vous voyez un petit peu la dérive extraordinaire. Et là-dessus, Bertinchamp, à travers son avocate, dit, mais vous voyez bien que M. Dumas est un menteur, puisqu'il ne dit pas la même chose que ce qu'il a écrit.
obligé de dire au magistrat, mais monsieur le magistrat, attendez, quand même, monsieur le juge, monsieur le président, ben, il suffit de demander à la régie, vous verrez bien si j'ai payé ou non. Je ne comprends pas. Ensuite, l'avocate plaide, et moi je me retrouve non plaidant. C'est-à-dire que j'ai été interrogé comme j'ai été le coupable, je n'ai pas plaidé, le procureur a plaidé, l'avocate de mon adversaire a plaidé, et moi non. Je demande la parole, je dis, monsieur le président, j'ai pas plaidé. Vous n'avez plus droit à la parole, c'est plus votre tour. Ben, écoutez, il y a un incident de procédure, je demande que soit noté que je n'ai pas pu plaider. Non. Voilà. Et donc, on me fait comprendre que bien heureux que l'on m'ait reçu. Bien heureux que l'on m'ait reçu. Car vous vous rendez compte, j'attaque au tribunal un magistrat. Vous voyez? Alors là, c'est à moi la légion. Vous savez, les magistrats, clac, ça fait bloc, on n'attaque pas un magistrat. Voilà. Il peut faire tout ce qu'il veut, on n'attaque pas un magistrat. Vous avez compris? Si vous n'avez pas encore compris, Dumas, on va vous faire comprendre. Vous allez voir la suite. Alors je ne sais pas quand on aura la suite. La suite, elle aura lieu le 24 avril, je crois, puisque il y aura le rendu du jugement. Je me demande lequel, parce qu'on est en plein délire. Parce que j'ai amené un arrêt de la Cour de cassation qui est extrêmement strict dans ce genre d'affaires. Normalement, on aurait dû avoir à juger sur le fond les deux affaires. Et j'aurais dû avoir le temps de plaider mes deux affaires. Or, nous n'avons eu qu'une affaire qui a été soi-disant mise en délibéré, c'est-à-dire l'affaire de la consignation. Donc, que va juger cette Cour? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va dire que la consignation n'a pas été versée, point barre, se mettant complètement en contradiction avec la Cour de cassation? Ou va-t-elle dire qu'effectivement, la consignation, c'est eux qui maintenant la jugent et donc ils vont la mettre à une certaine hauteur, et à ce moment-là, je vais la verser, ils vont me donner un temps pour la verser, puis on va repartir en première instance, en deuxième instance, chez eux, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Très étrange. Très étrange tout ça parce que la lucidité, la justice, l'écoute a disparu parce qu'on attaque un magistrat. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Donc la conclusion de toute cette affaire, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de système de justice. Il y a une organisation qui protège le rite. C'est-à-dire qu'on a une société qui est enfermée dans un certain nombre de rites et qui ne peut pas être transformée. Alors que la justice, normalement, au niveau où nous sommes, c'est-à-dire en cour d'appel, la justice est chargée de ce que l'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire la justice est chargée de redresser un petit peu les erreurs ou les manquements que la loi aurait pu mettre en place et faire en sorte que la société puisse fonctionner. On voit bien que lorsque l'on s'intéresse au fisc, au contrôle fiscal et aux magistrats, il n'y a pas de possibilité, aucune possibilité de faire évoluer les choses. Or, c'est là qu'elles sont intéressantes. Je suis désolé de le dire, mais le sujet que j'ai amené à la Cour hier était un sujet philosophiquement et intellectuellement intéressant. Intéressant. Que j'ai tort ou que j'ai raison, c'était intéressant. Les gens qui sont arrivés avec des dossiers du niveau 0 ont été écoutés, entendus pendant un long moment. Moi, j'ai été immédiatement éjecté. Donc, si vous voulez, nous sommes arrivés à un niveau 0 de l'intelligence de la jurisprudence. Un niveau 0. C'est assez grave. Je pense que quand une justice est dans cet état, moi je pense qu'elle ferait mieux de raser les murs. Je pense que vraiment, une justice qui n'est pas capable de répondre avec intelligence, avec ouverture d'esprit à des questions de société essentielles qui touchent des millions de gens, une justice qui n'est pas capable de ça, c'est une justice qui n'a aucune raison d'exister, c'est une parade, c'est une mascarade, c'est rien du tout, ça n'existe pas. Alors, je n'ose pas vous dire de venir d'abord, premièrement, je ne sais pas si vous viendriez, donc déjà, c'est un peu embêtant, mais je pense que vous devriez de temps en temps, en règle générale, je dis quand je vais à ces procès, vous devriez venir voir. Vous devriez voir comment vous êtes traité. Parce qu'en fait, moi, je vous représente. Contrairement à ce que prétendent ces magistrats, je ne représente pas Henri Dumas. Je représente tous les gens qui sont en souffrance comme moi. Nous sommes des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers.
Je représente tous ces gens. Je suis le seul à y aller. Hein. Donc c'est vous que ces magistrats bafouent, que ces magistrats humilient, s'assoient sur votre honneur. C'est vous. Je pense que vous devriez venir. Voilà. Donc, voilà, je vous ai fait un compte-rendu fidèle. J'ai fait une note en délibéré que je vais vous joindre. Cette note en délibéré, je vais la joindre à la vidéo. Elle sera juste en dessous. Oui, je trouve que ces humiliations, c'est pas très grave si finalement elles nous amènent à déboucher sur quelque chose. Si elles amènent à déboucher sur rien, ça sera l'explosion. C'est pas moi qui la générerai parce que je sais pas mon tempérament, mais ça peut pas être autrement. Ils vont être engloutis. Une société comme ça sera engloutie, exactement comme les Romains ont été engloutis. Voilà. Bien. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir et puis à bientôt. Au revoir.